Donc aujourd'hui, on peut se rendre compte que je dirais un peu, tous les destins du pays est dans les mains de la communauté internationale. Ça, ce sont des faits et nous le vivons tous les jours. Que faire? Je pense qu'il n'y a pas d'autre miracle. Il faut libérer l'imaginaire collectif du Congolais. Que les Congolais prennent conscience, en commençant par les élites politiques, les élites intellectuelles. Nous ne sommes pas créés par Dieu pour être dominés. C'est anormal d'accepter de telles situations. Et pour arriver à réinventer cet imaginaire collectif, il faut des symboles historiques. Pour le moment, je pense qu'il y a deux. Et des gens qui sont morts pour ce pays, pour l'unité du pays. C'est Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Sur base de ces deux symboles, de ces deux figures, qu'on peut reconstruire notre imaginaire et récupérer notre destin. Si on ne le fait pas, je vous assure, nous serons des esclaves sur notre propre territoire. Tout ce que nous faisons ici, des discours, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on écrit à la télévision, peut-être ça sera trop tard qu'un jour que les enfants viennent, nos petits-enfants, nous condamnent. Pourquoi dans ce pays il y a trop d'intellectuels, entre guillemets, il y a des politiciens ou bien des hommes politiques, pourquoi accepter que ce pays soit dans les mains des étrangers? Je pense que ce que nous faisons comme conférence aujourd'hui, c'est pour une prise de conscience. Et vous devez savoir, la liberté a un prix. Un peuple qui veut se libérer doit se sacrifier. Sinon, on n'aurait pas Lumumba, sinon on n'aurait pas Kimpavita, sinon on n'aurait pas Kimbangu, sinon on n'aurait pas M. Laurent Désiré Kabila. Il pouvait négocier avec ces gens avec qui il avait signé des contrats durant la guerre et rester au pouvoir. Il n'a pas voulu, on l'a assassiné chez nous ici. Et je pense qu'aujourd'hui, même les gens qui contestaient Musée reconnaissent en cet homme qu'il a été quand même un homme fort, un homme qui avait une vision pour ce pays. Donc, pour conclure, il faut que les Congolais, nous, tous, nous devons prendre les risques. Nous devons nous sacrifier pour que ce pays essaie un peu d'être stable et se développer, que ce pays reste au centre de l'Afrique. Et sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Il faudrait que tout Congolais prenne conscience. On est là, très riche, nous sommes 100 millions d'habitants, on est très grand, mais ceux qui habitent ont un petit esprit comme ça, comme les petits-enfants, et puis ils acceptent que n'importe qui vient leur donner des ordres. En tout cas, je ne voudrais pas aller plus loin, on aura à faire un débat ensemble, mais ce que moi je voudrais vous demander, aujourd'hui, il faut qu'on se réfère à Lumumba, il faut qu'on se réfère à Mzee pour récupérer notre destin. Une fois de plus, merci. Donc, il m'a été demandé de discuter, de parler de l'amputation de la conscience politique autonome de la RDC par la communauté internationale. Donc, l'idée principale est ici de discuter sur le fait que non seulement la communauté internationale aujourd'hui se substitue aux institutions dirigeantes de la RDC, mais de s'interroger comment cette substitution apparaît comme normale aux Congolais qui n'aspirent pas à se prendre en charge, à diriger leur pays, comme s'ils avaient perdu ce qu'on appelle la conscience politique autonome. Parce qu'en situation d'autonomie, un peuple se dirige lui-même. En situation d'autonomie, un peuple prend primordialement des décisions qui exigent, qui prônent son existence propre. Donc, l'autonomie signifie ici qu'un peuple a la mainmise sur sa politique nationale, sur son économie nationale, il a la mainmise sur l'ensemble des décisions qui fondent son existence. Et que quand un peuple perd la capacité de se prendre en charge, de prendre en charge sa vie, de prendre en charge les décisions qui engagent sa vie, ce peuple a une conscience qu'on appelle une conscience non autonome, c'est-à-dire hétéronome, c'est-à-dire une conscience qui dépend d'ailleurs, qui répond aux normes et situations d'ailleurs et non aux normes et situations endogènes. Donc, il m'a été demandé de discuter pour interroger l'histoire, pour voir comment est-ce que les Congolais, pendant des années, ont perdu cette, n'est-ce pas, cette conscience autonome qui est fondative de l'être humain. Il n'y a pas d'être humain s'il n'y a pas une autoprise en charge. Donc,
J'articulerai mon propos à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, j'ajouterai un peu d'eau au moulin de Freddy et de Philippe Bioya pour dire qu'en fait, aujourd'hui, plus qu'hier, le Congo semble être un État vassalisé qui est géré par la communauté internationale. Et au deuxième niveau, je m'interrogerai avec vous pour voir comment est-ce que les Congolais ont perdu historiquement la conscience politique autonome comme capacité, comme performance de se prendre en charge, de prendre en charge sa politique, de prendre en charge son destin. Et après, on verra s'il y a quelques possibilités pour essayer de changer le cours des choses. Philippe l'a dit, Freddy l'a dit, aujourd'hui, quand vous regardez notre gouvernement, c'est un gouvernement qui se satisfait non de la prospérité ou du bonheur de son peuple, des peuples dont il a amené le destin historique, mais c'est un gouvernement qui se satisfait du satisfait donné par le Fonds monétaire international. Nous avons tous suivi pendant 1 semaine, 4 semaines, non, le gouvernement est satisfait de la stabilité macroéconomique et des points positifs lui décernés par, n'est-ce pas, le Fonds monétaire international. Et ça signifie qu'au-delà de ces satisfaits, le gouvernement ne s'intéresse ni aux militaires impayés, ni aux policiers impayés, ni aux enseignants impayés, ni aux universitaires impayés. Donc ça ne le concerne pas. Il ne prend pas en charge la prospérité de son peuple, mais plutôt les satisfaits de la Banque mondiale et du FMI. Mais ce que je voudrais ici appuyer, c'est que, une chose incroyable, tous nos ministères sont doublés, à l'intérieur de nos ministères que nous avons ici, notre gouvernement, sont doublés par ce qu'on appelle des agences internationales d'exécution, qui ont pris en charge les prérogatives régaliennes des ministères et de l'État. Et c'est ça incroyable. Donc ici, quand vous allez au ministère comme le ministère des Finances, vous trouvez une agence internationale d'exécution qui s'appelle BSECO. C'est la Banque mondiale. C'est cette agence qui reçoit de l'argent, qui finance les projets, qui les exécute. Quand vous allez au ministère de l'Agriculture, vous trouvez une histoire qui s'appelle PARSA. Tout ça, vous allez vous débrouiller pour voir ce que ça signifie. Hein. PARSA. C'est le PARSA là qui gère les projets, qui les finance et qui doit, n'est-ce pas, on dit, comme objectif principal, chercher à augmenter la production agricole en Afrique, au Congo. Quand vous allez au ministère de la Santé, vous trouvez une agence internationale qui s'appelle JICA. C'est japonais. C'est un truc qui s'occupe des ressources en santé et tout. Mais le gouvernement fait quoi? Quand vous allez au niveau de l'environnement, vous trouvez un truc qui s'appelle CEFDAC. CEFDAC. C'est le CEFDAC qui a pour fonction de faire la certification forestière, de faire la gestion des forêts, au nom en place du ministre. Ce sont des fonctions, ce sont des prérogatives régaliennes. Quand vous allez au ministère du portefeuille, vous trouvez une histoire qui s'appelle COPIREP. C'est la Banque mondiale. Et c'est COPIREP qui est en train de, n'est-ce pas, de mener ce qu'on appelle la privatisation en pièces détachées des entreprises congolaises et de tous les services de base. Quand vous allez au ministère des Mines, vous trouvez une histoire qui s'appelle ProMine. C'est géré par la Banque mondiale. Et ça continue le travail qui a été fait par Camille, dont la tâche fondamentale a été de céder aux étrangers tous les espaces miniers congolais. Et aujourd'hui, ce travail est fait par une histoire de la Banque mondiale qui s'appelle ProMine. Quand vous allez au ministère du Plan, vous trouvez une histoire qui s'appelle ICOP. C'est l'ICOP qui reçoit de l'argent, qui finance les ONG, qui fait ceci. Donc, quand vous allez au ministère de la Défense, vous trouvez une histoire qui s'appelle ESEC. ESEC. Union européenne, Security, c'est ça. Au ministère des Budgets, vous trouvez une petite histoire qui s'appelle REGED. REGED est financé par PNUD et c'est REGED qui valide les budgets de l'État au niveau du ministère des Budgets. Donc, ça, donc ce sont des choses que vous devez savoir. Nous parlons de notre pays. Vous ne saurez pas jusqu'à quel niveau nous sommes pris en charge si vous ne savez pas qui sont là et qui font. Et comme vous le savez, aujourd'hui, tous les hommes politiques congolais, avant les élections, vont à la MONUSCO
pour poser des requêtes, pour dire voilà, nous avons besoin de la sécurité, le gouvernement ne peut pas nous sécuriser. Si la fonction principale d'un gouvernement est de sécuriser son peuple, et que notre gouvernement n'est pas capable de nous sécuriser, et qu'il faille aller à la MONUC pour déposer des requêtes, et que la MONUC aujourd'hui a fait recours à son appel, à son mandat de stabilisation pour dire voilà, dans ces mandats, nous avons aussi le devoir de protéger les civils. Donc c'est comme si notre gouvernement n'a plus cette matière en charge. Et mieux encore, quand on parle de l'avenir de la RDC, ce n'est pas ici qu'on en parle, c'est une ONG internationale aussi ça, qui appelle les politiciens congolais et la société civile, qui les réunit à Pretoria, et on parle de notre pays, en dehors de notre pays, sous les auspices d'une petite organisation internationale qui s'appelle OSISA. Ça, c'est, comme vous le dites, j'allais oublier de vous rappeler que quand dernièrement le Premier ministre Muzito a dit voilà, nous devons prendre en charge nos ressources pour augmenter notre budget, on a vu une dame de la Banque mondiale venir avec une histoire qui s'appelle Matrice. Donc pour la gestion de nos mines, pour la gestion de nos ressources minières, nous devons suivre un tableau de bord établi par une jeune femme de la Banque mondiale et qui a imposé ça à Muzito. Et Muzito a fait toute une journée de réunion pour dire voilà la matrice. Est-ce que vous vous imaginez? Donc il ne faut pas rire, ça fait pitié. Et il y a aussi le fait que, vous l'avez suivi, Freddy l'a dit, quand le Premier ministre a dit voilà, pour le plateau continental, on ne va pas discuter, on doit nous donner le pétrole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, nous allons étaler les négociations jusqu'en 2014. C'est-à-dire, on donne à l'Angola le temps nécessaire d'épuiser, n'est-ce pas, les réserves pétrolières, et puis on n'en parle plus. Et entre-temps, l'Ouganda a commencé l'exploitation du lac Albert sans nous, du lac Albert sans nous, tandis que le Rwanda utilise déjà le gaz méthane et tout sans nous. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le bloc Albertine qui est situé dans le parc du Virunga. Et voilà, on nous dit, voilà, nous devons exploiter ça, on donne ça à une entreprise anglaise, et on nous dit, voilà, cette entreprise a une technologie chirurgicale. C'est-à-dire que cette entreprise va exploiter notre pétrole dans notre parc le plus emblématique sans en polluer l'espace. Est-ce que vous vous imaginez? Ce sont des choses qui ne doivent pas être dites. Mais au-delà de ça aussi, quand vous prenez ce qui nous échappe, donc vous avez vu l'espace politique nous échappe totalement, mais regardez aussi l'espace commercial. Regardez le commerce au Congo, regardez les entreprises commerciales, regardez les banques. Toutes les banques appartiennent ou bien aux Libanais, ils ont créé une fausse banque qui s'appelle Soficom, ils ont fait une banque congolaise qui est tombée en faillite, mais qui continue toujours à tourner en dessous, ou appartiennent aux Indiens, ils ont Eurobank, ou appartiennent aux sociétés étrangères et aux Juifs, donc aux Gabonais, et nous n'avons aucune banque, et toutes les entreprises congolaises qui étaient émergentes, nous avions Itex Africa, qu'on a démoli, qu'on a démantelé, alors qu'une entreprise de textile a une durée de vie de 200 ans. Mais celui-ci a été démoli, vendu aux Chinois, et aujourd'hui on trouve ce coin-là, on dit voilà, c'est devenu un espace immobilier où on construit des petites maisons, où on loue à des prix chers. Donc on détruit une entreprise qui produit des tissus au Congo pour donner aux Chinois qui nous imposent aujourd'hui des taxes transparentes que nos femmes n'aiment pas non plus d'ailleurs. Donc il y a là des choses qui se passent. Les manger congolais sponsorisés par une entreprise qui s'appelle Congo Futur, qui nous amène des coups de poulet, des cuisses de poulet, des ceci, et les entreprises congolaises qui pouvaient fonctionner dans l'agroalimentaire ont été mises en faillite, ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a là un dumping terrible venu de l'extérieur. Et les Indiens nous imposent leurs produits chimiques, nous imposent leurs produits pharmaceutiques, au détriment des industries congolaises. Donc nous sommes là dans une destruction qui est totalement déplorable parce que nous sommes devenus des esclaves d'autrui. Et regardez les infrastructures, c'est les Chinois qui y règnent. Ils sont devenus eux-mêmes pire même que les Congolais. Ils peuvent bloquer une route quand ils veulent et l'ouvrir quand ils veulent, sans prendre précaution de vous dire, voilà, ici, cette route sera bloquée et à cette heure, elle va reprendre. Ce sont des précautions qu'on prend dans tous les pays du monde quand le peuple est respecté. On ne peut pas avoir dans un pays où une route, vous venez comme ça de l'université, vous arrivez à l'université, on vous dit non, voilà, cette route est bloquée, et vous trouvez là-bas plus ou moins 200 000 véhicules qui
qui tournoient. Ça rend les gens nerveux. Il y a des maladies qui se donnent. Donc il y a là des vrais problèmes qu'il font dire, avec raison, à Freddy et à Bioya, que notre pays nous échappe de plus en plus. Et que, comme il nous échappe, nous allons finir par devenir des apatrides. Parce que quand vous n'avez pas de gestion de votre pays, quand vous n'en profitez pas, vous devenez vraiment des gens inutiles. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les pays se dirigent, quand les natifs, les autochtones, dirigent leur propre pays, prennent des décisions au niveau qui engagent toute la société, quand ils mettent en marche ce qu'on appelle la politique nationale, c'est-à-dire un processus d'appropriation de l'espace et des richesses d'un pays par leurs propriétaires souverains qui sont les peuples autochtones, et on appelle ça l'autonomie d'une conscience politique. Alors quand un peuple n'est pas capable de prendre des décisions qui engagent sa vie, qui n'est pas capable de faire une politique, n'est-ce pas, nationale, qui permette au peuple de profiter des richesses de leur pays, alors on parle là d'une conscience hétéronome. J'allais ajouter que quand vous faites les bilans de toute la production législative de nos chambres basses et nos chambres hautes, vous verrez que toutes les lois, la majorité des lois qui ont été produites, comme le disait Philippe Bioya, ce sont des lois qui ont permis aux étrangers de s'accaparer de nos richesses minières, de s'accaparer de notre commerce. Et même maintenant, ils ont fait une loi pour notre entrée forcée dans le WADA. Vous savez que c'est parce que quand le gouvernement a pris la décision de revoir les contrats miniers et tout, on a dit « Ah non, bon, ces gens-là, ils commencent à nous emmerder » et on nous a fait une entrée forcée dans le WADA. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez des problèmes avec tous les mafieux occidentaux qui tournent autour du Congo, ce sont des tribunaux de Londres, des tribunaux de Washington qui vont nous tuer et nous nous retrouverons avec des dettes extérieures parce que ces gens-là sont malins. Quand ils condamnent le Congo, ils mettent ça sur la dette extérieure. Vous comprenez? Donc c'est l'ensemble de ces phénomènes qui font que nous sommes convaincus que, nous ne sommes pas convaincus, c'est empirique, ça paraît clairement que le Congo nous échappe. Et il faut s'interroger comment un peuple comme nous, 70 millions de personnes, sur un espace aussi grand qu'un sous-continent, doté de richesses assez fabuleuses, avec du soleil toute l'année et de la pluie, nous pouvons devenir tout d'un coup comme ça, n'est-ce pas, les esclaves de nos voisins, les esclaves d'autrui. Et comment ce processus a eu lieu? Parce que ça serait une erreur méthodologique de penser que cela s'est fait en une année, en un jour, en une décennie. Non. C'est un processus long et lent de décimation de la conscience politique autonome d'un peuple qui a commencé depuis, disons, un siècle. Moi, je prends le temps d'un siècle, c'est-à-dire depuis Léopold II jusqu'à ce jour. Et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle la période de grandes contradictions fondamentales qui apparaissent devant tout le monde. Et si nous ne les cassons pas, ces contradictions vont nous avaler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que, 50 ans après l'indépendance, les Congolais se retrouvent dans une situation de dépendance, dans une situation, n'est-ce pas, d'esclavage sur leur propre pays, dans une situation de vassalisation et qui ne s'explique pas? Qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu notre mémoire en tant que peuple pour nous diriger, pour nous prendre en charge, pour faire des exigences? Je pense qu'il faut comprendre ici 3 petites choses. La première, je le répète, c'est que l'autonomie en tant que capacité, compétence, performance d'un peuple de se prendre en charge à n'importe quel prix, de mettre en place une politique nationale qui tienne compte de ses attentes et de ses intérêts, de mettre en place une politique nationale et une politique économique, une économie nationale qui prenne en charge d'abord le consommé local, cette conscience politique autonome a pour source centrale la conscience historique. Freddy l'a dit, c'est la conscience historique qui est la colonne vertébrale de la conscience politique autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un peuple connaît son histoire, connaît ses réalisations, connaît le cheminement et sa participation dans l'évolution de l'histoire du monde, ce peuple acquiert la fierté de soi, ce peuple bénéficie
n'est-ce pas, d'un effet moral, de dire, voilà, nous avons été dans l'histoire des gens et nous serons encore dans l'histoire des gens. C'est de ce moment-là, de cette conscience historique, découle une identité collective, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui réunit un peuple autour de son entité vitale. Et cette identité historique, cette identité collective s'exprime par l'autonomie. Donc je me répète, nous les Congolais, nous avons perdu notre autonomie politique comme conscience parce que nous avons perdu notre histoire. En fait, le problème, c'est de se demander qui êtes-vous pour que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, il y a là un problème réel qui est celui de la conscience historique. Donc, ceux qui ont voulu que les Congolais perdent leur autonomie en tant que capacité de se prendre en charge, de diriger leur pays, de faire en place une politique nationale et une économie nationale, ont dû décimer l'espace de notre conscience historique, ont dû décimer l'espace de notre historicité. Et c'est en jouant sur ça que petit à petit, le Congolais a fini par perdre, n'est-ce pas, de lui-même, par perdre son image de lui-même, par perdre de lui-même une image positive. Parce que qu'est-ce que vous voyez au Congo aujourd'hui? C'est un peuple, n'est-ce pas, qui a de lui-même une image très négative. Et cette image très négative, cette autoperception négative influe totalement sur sa façon de vivre, sur sa façon de concevoir le monde, sur sa façon n'est-ce pas, de faire les affaires. Et c'est ça ce qui crée le problème. Je vais vous l'expliquer, je vais en parler doucement, je vais y aller doucement et on y arrive. Donc, qu'est-ce qui a été détruit? C'est la conscience historique du peuple congolais en tant que peuple qui a une identité collective, qui a une solidarité collective, et en tant que peuple qui a des ambitions collectives. Donc, c'est cette identité qui a été détruite. Oui. Et ça a commencé à partir de Léopold II en 1885. À la conférence de Berlin, quand Léopold II prétend qu'il y a un État indépendant au Congo, en fait, il n'y a pas d'État indépendant. C'est qu'il y a un État esclavagiste. Pendant 13 ans de la période léopoldienne, Léopold II va installer au Congo des violences brutes. Les mains sont coupées pour un verre de veillard, les gens sont tués, les femmes sont prises en otage, les hommes sont pris en otage pour produire. Et il va mettre sur les hommes congolais, sur nos ancêtres congolais, n'est-ce pas, toute la consommation de l'administration et toute la consommation de l'armée. Ce qu'il faut dire ici est que quand les grandes violences cycliques empêchent une population de revenir sereinement sur elle-même, empêchent une population de s'approprier mentalement et physiquement de son espace vital qu'est le Congo. Donc, toutes les violences que Léopold II a ourdies, perpétrées pendant toute la période allant de 1885 à 1808, avaient pour fonction de ne pas permettre aux Congolais de s'approprier de leurs terres, de s'approprier de leur espace vital. D'autant plus qu'à la conférence de Berlin, un principe a été levé, accepté par tout le monde, que le Congo est une terre de commerce international. Et comme terre de commerce international, il ne doit pas apparaître là-dessus des velléités, des nationalités, des nationalismes, c'est-à-dire des gens qui diront que cette terre nous appartient, nous devons en profiter. Il fallait éviter qu'au Congo ne naissent de telles velléités. Et c'est à partir de ce principe fondamental que tout va être mis en œuvre. Sous Léopold II, pendant 13 ans, il va tuer, il va bannir les gens. Vous savez que quand on fait des bannissements, c'est-à-dire on prend des chefs locaux, on les amène, on les change des espaces, c'est-à-dire on les coupe de leurs sources vivifiantes, qui sont leurs terroirs, et on les amène dans un autre terroir qui ne leur appartient pas, et ils ne peuvent plus communiquer avec les ancêtres. Donc, à partir de Léopold II, quand Léopold II laisse le Congo à la Belgique, il y a une phrase qui est utilisée pour qualifier le Congo. On parle de l'empire du silence, c'est-à-dire un espace où les gens ne réclament jamais rien, où les gens, sous un esclavage tout à fait rigoureux, mais sont contents d'être sous cet esclavage. C'est ça le paternalisme.
Et la Belgique reprend le flambeau à partir de 1908 jusqu'en 1960. Qu'est-ce que la Belgique va opérer? Là, la déstructuration de l'identité congolaise devient plus féroce. Elle est mécanisée. Elle devient plus assise. Comment? Parce qu'en fait, les Belges ont compris que pour maîtriser les Congolais, il faut le savoir, il faut les rappeler aussi que malgré la violence de Léopold II, il y a eu beaucoup de révoltes, n'est-ce pas, pendant cette période, les Kandolo, la colonne de Danis. Donc, malgré la violence de Léopold II, qui n'hésitait pas à tuer, à couper les mains, jusqu'en 13 ans de gestion léopoldienne du Congo, il y a eu 10 millions de morts. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste oublié. Mais aussi, les Congolais de ce temps-là n'ont pas eu peur. Ils se sont battus. Les Kandolo ont fait une véritable révolte. La colonne de Danis avait une véritable révolte. Les Saliboko, les Msiri et les autres se sont battus. Alors, pour mettre fin à ça, quand les Belges prennent la gestion coloniale du Congo, ils disent qu'il faut détruire la mémoire historique. En fait, c'est quoi? Ils se sont rendus compte que malgré une administration lourde, malgré une armée féroce, il est resté au peuple colonisé, n'est-ce pas, une force incroyable, c'est-à-dire son imaginaire, c'est-à-dire sa mémoire collective, sa mémoire historique. C'est une mémoire qui, dans des conditions de colonisation, agit comme une mémoire alternative et pousse les gens, pousse le peuple à se révolter, à refuser les conditions du joug. C'est ainsi que les Belges vont mettre en place tout un système pour déstructurer cette mémoire collective, en commençant par les tueries des chefs locaux. Vous savez, beaucoup de chefs locaux sur l'espace qu'on appelle le Congo ici ont été assassinés parce qu'ils étaient tout simplement des détenteurs des pouvoirs et des connaissances endogènes. Et en les coupant, en les assassinant, en les tuant, on coupait le peuple de sa mémoire historique, de sa mémoire collective, donc de sa conscience historique, comme conscience d'autonomie. Et ils vont mettre en place un système unique au monde de destruction, de confiscation des œuvres d'art. Toutes nos œuvres d'art, quand nous parlons aujourd'hui, même quand nous regardons nos amis belges, quand nous nous saluons, il faut être conscient que toutes nos œuvres d'art. Donc les Belges vont faire un système curieux, vraiment unique au monde, de confiscation de toutes nos œuvres d'art. Donc c'est-à-dire les traces que nous, de notre imaginaire, les traces de notre créativité vont être volées, brisées, et les autres œuvres qui restent sont aujourd'hui emprisonnées, comme on emprisonne une âme à Tervuren, et c'est l'ensemble de tout ça. Et puis ils ont créé un système scolaire rudimentaire, comme ils le disaient eux-mêmes, s'il n'y a pas des élites, il n'y a pas de problème. Ils ont falsifié notre histoire. Tout d'un coup, les Congolais ont commencé à apprendre que leur histoire, c'est la Belgique, que nous étions les ancêtres les Gaulois et tout le reste. Et puis, il y avait un racisme réel. Ils ont créé les cités indigènes. Comme disait Lumumba dans son discours du 30 juin, il dit, voilà, pour les indigènes que nous sommes, c'était des cases, et pour les blancs, c'était des immeubles, des appartements. Et donc, c'est un système, ce qu'on appelle, les boulevards ici, on appelle ça la ligne Maginot, n'est-ce pas, séparée des indigènes et les blancs. Et entre-temps, les blancs et les indigènes étaient aussi séparés par des camps militaires. Et ils mettent en place l'ethnographie belge, qui avait pour fonction de créer de toutes pièces des tribus. Il y a eu, on parle aujourd'hui, quand vous demandez à un ethnographe, il vous dira non, au Congo, il y a 445 tribus. D'autres vous diront 250 tribus. Mais en fait, c'était une façon de séparer les Congolais pour que ne naisse pas une véritable conscience nationale, pour que ne naisse pas une véritable identité collective. L'ethnographie belge va créer des petites tribus, des petites races, et sous les relevés des petites langues qui n'existaient pas, pour que ne naisse pas une véritable langue nationale qui ferait la cohésion du Congolais et qui ferait du Congo une véritable nation. Et puis après, ils vont créer la classe des évolués, les évolués qui sont en fait des individus, des messieurs, à qui les Belges disent, voilà, vous êtes supérieurs aux autres Noirs, mais vous n'êtes pas au niveau des Blancs. Donc, vous pouvez jouer la classe charnière. En fait, c'est à partir des évolués, c'était une classe créée de toutes pièces pour, n'est-ce pas, continuer l'œuvre de la colonisation après l'indépendance. Et il est à signaler, c'est très important, que pendant de 1885 jusqu'en 1957, les Congolais n'ont jamais été associés à la gestion de l'État. Il faut dire, la gestion de l'État et la gestion de l'intérêt commun, la gestion de l'intérêt général, ça s'apprend aussi.
Et nous, pendant près d'un siècle, pendant toute la période léopoldienne et la colonisation belge, les Congolais n'ont jamais été associés à la gestion de l'État, si ce n'est qu'en 1957, quand il y a eu les premières élections communales, où on a commencé à voir, alors que d'autres pays africains, déjà le Léopold Sédar Senghor était au Parlement, était même ministre dans le gouvernement de Gaulle dans les années 40, 45, même les Diagne étaient déjà députés et tout. Donc au Congo, même au Rwanda, ici, il y avait déjà des Kachacha, il y avait déjà des assemblées dans les années 50. Au Congo, non. Ce qui fait que, qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Nous avons attendu trop longtemps au Congo pour avoir des véritables politiques et des véritables partis politiques. Vous vous imaginez que le premier parti politique national congolais est créé au mois d'octobre 1858, donc pratiquement un siècle après la colonisation, décolonisation. Donc c'est le parti, le MNC. Donc la difficulté, ça démontre qu'il n'y a pas eu de grande cohésion, l'identité a été pratiquement déstructurée, l'autonomie aussi, et quand même le parti politique a été créé, les Belges ont fait beaucoup de problèmes aux nationalistes et tout ça. Mais voilà, je crois que leur force aussi, c'est ce qu'après l'indépendance, ils se sont préparés pour garder la mainmise sur la société congolaise. Et là, ils ont utilisé 5 stratégies. La première, c'est les Belges nous ont dotés d'une loi constitutionnelle, d'une loi fondamentale qui était porteuse de conflits, conflictuogènes. La deuxième, c'est qu'ils ont donné le pouvoir aux évolués, c'est-à-dire aux gens préparés par eux pour occuper ces fonctions. Et ces gens, on l'oublie parfois, que quand Lumumba a été tué le 17 janvier, à partir du 18 janvier, les Belges ont organisé des vols charters qui ont pris les enfants de tous les évolués qui étaient ici. Les enfants de Mobutu, Nendaka, sont tous partis en Europe en ce moment-là. Et ils ont dit, voilà, vous avez tué Lumumba, c'est fini. Maintenant, pour vous remercier, nous prenons l'éducation en main de vos enfants et vos enfants vont diriger le Congo plus tard. Posez la question à tout ce monde. C'est en 61, en janvier, que tous les enfants sont partis en Europe par des vols charters organisés par les Belges. Posez-vous parfois les questions de savoir pourquoi est-ce qu'une grande nation comme la Belgique peut louer la maison de Bomboko de 60 jusqu'à ce jour comme ambassade. Tout ça, ce sont des prix, des choses qui ont été données. Et vous trouvez des gens comme les Kalonji Moulopé, sans sous des Argentés, avec des immeubles à Liechtenstein. Mais tout ça, ce sont des choses que les Belges ont données aux Congolais, qui ont les leaders évolués, qui ont continué à prendre le pouvoir à travers le groupe d'Embiza. Et ils ont... j'ai parlé de la loi fondamentale, des évolués, et puis ils nous ont doté d'une armée, la force publique qu'ils nous ont laissée, ce n'était pas une armée républicaine, c'était une armée d'occupation, c'était une armée de mercenaires qui était faite pour la colonisation, et dès que nous l'avons gardée, sans changer de choses, cette armée a joué le rôle à notre défaveur. Donc il y a un ensemble de choses qui ont été faites pour vous dire que du fait que le Congo a été considéré dès le départ comme une terre de réserve de matières premières, de eaux et forêts pour la communauté mondiale. Cette communauté mondiale, en ce moment-là, il n'y avait que 14 puissances à la conférence de Berlin, s'est organisée en sorte qu'il n'apparaisse pas au Congo une véritable conscience politique autonome. Et aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, on se rend compte que l'indépendance acquise en 1960 était une coquille vide, qu'au fur et à mesure que le temps venait, les Occidentaux, la fameuse communauté internationale, s'organisaient pour reprendre le pouvoir. On l'a vu, quand Mobutu est parti, Mobutu était un de leurs hommes, Mobutu était un des meilleurs hommes de cette communauté internationale, malgré ses bruits et ses discours. Et quand Kabila Mouzé est venu, avec le discours de Lumumba, on a dit « tu ne vas pas faire une minute », on a coupé la tête. Donc face à ça, la communauté internationale n'hésite pas à assassiner, à tuer, et aujourd'hui à corrompre des jeunes gens qu'on place dans des structures pour éviter que le Congolais ne puisse prendre en charge leur propre pays, ne puisse mettre en place une politique nationale qui permette aux Congolais de vivre mieux, qui permette aux Congolais de s'apprécier, de devenir solidaires sur leur propre sol. Et c'est ça le grand danger. Et je pense, au cours de la discussion, au cours du débat, nous nous poserons des questions de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent reconstruire tant soit peu leur mémoire collective, reconstruire tant soit peu leur capacité organisationnelle pour se prendre en charge.
Nous n'avons pas de choix. Bienvenue, je vous remercie. On fera les débats. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. La République démocratique du Congo face à la communauté internationale, les enjeux sont énormes. L'appropriation de la conscience nationale, de la conscience historique est la voie obligée pour les Congolais de reprendre le contrôle de leur pays, de reprendre le contrôle des richesses. L'Occident ne s'intéresse qu'aux richesses, ne s'intéresse pas aux Congolais. Il appartient aux dirigeants congolais de se soucier du bien-être du peuple congolais. Merci. Et à la prochaine. What would you say to the black parent who is satisfied with his or her child learning only European or white history? Non, il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. It's fine to learn the history of others, but you must know your own self first. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile. If a people forgets its historical memory or loses its historical memory, it becomes a very fragile people. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort. They regress, and it is that historical memory which permits them to be a strong people. C'est pour ça que même dans la diaspora, cette conscience doit être vivifiée. Il faut que ce lien continue d'exister où que nous soyons. Even in the diaspora, these ties must remain. Ceci ne va pas à l'encontre des lois des différents États dans lesquels nous vivons aujourd'hui. This can only help us make our lives better in the various countries in which we live.